Bon, on se retrouve au niveau de l'université. Aujourd'hui, on est déjà passé par là hier, si t'as pas vu la vidéo, elle est juste ici. Et on se retrouve ici justement pour passer de l'autre côté du canal. Donc on va traverser avec un pont et puis on va aller se balader un petit peu de l'autre côté. Ça a l'air assez sympathique, donc c'est parti. L'idée pour commencer, c'est donc de visiter un petit peu ce quartier ancien, on va dire, de la ville de Gothenburg. C'est le quartier Haga. Alors je ne sais pas trop comment ça se prononce, H-A-G-A, que mon hôte m'a conseillé. Il y a notamment une église là juste en face de moi, donc on va y aller. Sous ce quartier, c'est voilà, a priori le quartier assez mignon, assez historique de la ville. Et puis ensuite, on va continuer tranquillement vers la place, le fort que l'on a vu déjà un petit peu hier. Et puis on va tranquillement se balader dans toute cette zone en dehors donc du cœur de la ville. Et puis voilà, un petit peu le programme pour aujourd'hui. L'église de Haga, haute de 50 mètres au niveau de son clocher, fut inaugurée le 27 novembre 1859, soit 3 ans après les débuts de sa construction. Donc là on est devant l'église Haga. Voilà, l'église Haga et le quartier est juste en face de nous. On est aussi sur la place de l'église Haga, justement, c'est le nom, le vrai nom. Je ne l'invente pas, une place voilà, assez calme, assez sympathique, avec un beau petit bâtiment là-bas. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas on a cette église ici qui est fermée, donc on ne peut pas rentrer dedans. Et puis on va aller visiter donc ce fameux quartier Haga, le quartier un peu ancien, quartier historique, avec notamment le fort juste à côté, donc évidemment on va y aller. Et il y a un autre très grand parc juste derrière le fort, donc c'est un petit peu notre point de repère. L'idée c'est aussi d'aller y faire un tour, avec notamment des musées, puisqu'en Suède la plupart des musées sont gratuits, en tout cas les musées publics. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis voilà, on va voir un petit peu là où on va se retrouver. Le quartier Haga fut créé par la reine Christine au milieu du XVIIe siècle en tant que première banlieue de Göteborg, située en dehors des murs de la ville. Dans la continuité, elle devient à partir de 1840 la première banlieue ouvrière suite à l'implantation de nouvelles industries dans la ville. À partir de 1920, le quartier devint de plus en plus résidentiel et sa population commence à décliner jusqu'à devenir aujourd'hui l'un des quartiers les plus typiques et touristiques de la ville, notamment pour l'architecture de ses bâtiments. Bon, ça y est, on est dans ce fameux quartier Haga, quartier historique depuis 1648 ici à Gothenburg. Donc c'est plutôt touristique, on va pas se cacher, c'est l'un des quartiers les plus touristiques dans cette ville. Mais bon, c'est assez sympathique, il n'y a pas trop de monde encore une fois, puisqu'on est quand même dimanche matin et évidemment c'est pas la pleine saison. Juste derrière, ici on a donc le fort, où on ira un tout petit peu après. Mais voilà, on va continuer de se balader un petit peu dans les rues de ce quartier. C'est assez mignon, des maisons assez typiques ici de Suède. Donc voilà, on se balade tranquillement. Et surtout, il ne pleut pas, donc ça, on en profite encore une fois. Parmi les bâtiments emblématiques du quartier, les logements construits en briques rouges pour les ouvriers à partir de 1860 par l'industriel et philanthrope Robert Dixon sont à notifier. Donc là, on a pas mal de gros bâtiments en briques, puisque c'était quand même un quartier assez industriel. Et ici, par exemple, ils ont réhabilité ça en piscine, en mode piscine, sauna, hammam, etc. Et tout le reste, en gros, c'est réhabilité en habitation, en logement. Donc on peut voir notamment les inscriptions de Robert Dixon Stifthouse. Alors je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est la même chose juste derrière moi avec ce gros bâtiment. Je pense que ça devait être une entreprise assez
gros, c'est assez réputé par ici. Et maintenant, c'est tout simplement des habitations, des logements. Donc c'est pas mal. En réalité, ça ramène un petit peu de vie dans ce quartier. Et puis juste en face de nous, on a donc ce fameux fort vers lequel on se dirige. Donc ça, c'est le fort à la Couronne, hein, celui qu'on a vu hier depuis les hauteurs juste derrière là-bas. Et puis on va se rapprocher un petit peu de ça. L'idée en gros de ce fort, c'était tout simplement de voir un petit peu autour de la ville, voir s'il y avait d'éventuelles personnes qui pouvaient envahir cette ville de Gothenburg. Donc voilà, il est toujours d'actualité, enfin en tout cas c'est plus pour les mêmes raisons, mais en tout cas il est toujours là en face de nous. Donc on va y aller, et juste derrière donc il y a ce fameux parc. Puis on va se balader un petit peu dans toute cette zone de Gothenburg avant ensuite de changer de ville dès ce soir. Bon, alors juste avant d'aller au fort, on va quand même se balader un petit peu dans toute cette zone là au bord du canal. Puis ensuite on ira vers le fort, ce sera un peu notre point final on va dire pour aujourd'hui. Mais on a quand même beaucoup de choses à voir, notamment pas mal de belles églises. Il y en a une juste en face de moi, donc on va aller directement par là-bas. Et pour vous donner une petite idée, je vous mets sur le plan là tout le quartier que l'on va faire. En gros, c'est un petit peu le quartier de l'autre côté du canal. On va rester le long du canal en tout cas, et puis ensuite on partira un peu plus dans les terres et notamment sur les hauteurs pour aller jusqu'au fort. Voilà un peu le programme, petit changement de programme en 2 minutes, mais bon, c'est comme ça. Inaugurée le 2 avril 1893, un dimanche de Pâques, l'église Oscar Fredrik a été construite sur la montagne de Dallin dans un style néogothique inspiré des cathédrales de l'Europe continentale. Considérée comme la plus belle église de la ville, elle se distingue notamment par son clocher de 70 mètres, qui en fait le plus haut clocher de Göteborg. L'ensemble tient son nom du roi Oscar II de Suède, connu également sous son pseudonyme d'écrivain, Oscar Fredrik, qui a d'ailleurs visité cette église en 1898. Très jolie église de l'extérieur, elle est fermée, elle aussi, alors je ne sais pas si c'est par rapport à la Midsummer ou quoi, on est dimanche, donc normalement les églises sont en général assez ouvertes. Je reviens juste un peu en arrière pour vous montrer justement le fort qui est juste ici, mais volontairement on n'y va pas encore. On va continuer sur toute cette zone et puis on ira ensuite à la fin vers ce fameux fort et le parc qui est juste à côté. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va redescendre par ici pour se rapprocher une nouvelle fois du canal. On va voir un petit peu le quartier justement où il y a pas mal de pubs, le quartier un peu jeune entre guillemets. Et puis ensuite, on va tranquillement longer ce petit canal, voir un petit peu tout ce qu'il y a. Je sais qu'il y a pas mal d'églises et de bâtiments. Et puis ensuite, on repart par là-bas vers le fort. Et puis voilà, on va se balader comme d'habitude, un peu au fur et à mesure. Puis on va voir ce qu'on découvre sur notre chemin. Bon, alors là, moi je suis en train de traverser le quartier Jantorget en Langatorna. Alors c'est pas forcément facile à prononcer, je vous le cache pas, mais en gros c'est un quartier ici assez jeune avec pas mal de disquaires, de salons de tatouage, de bars, de pubs, etc. C'est un quartier qui vit, évidemment on est dimanche midi, il n'y a pas grand monde, mais je pense que le samedi soir par exemple et le vendredi soir ça doit vivre et voilà, c'est plutôt sympa. Nous ce qu'on fait, c'est qu'on se dirige vers ce petit clocher qui est au bout là-bas, une autre église, et on va aller voir ça de plus près. Sur le chemin, là, on a encore croisé une nouvelle église, l'église Saint-Johannes. Et c'est pas mal, puisque à l'intérieur de cette église, a priori, le dimanche à 12h30, ils distribuent des repas aux personnes qui en ont besoin. Donc c'est plutôt cool. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on continue. Je peux vous dire que ça grimpe par ici. On est sur les hauteurs, encore une fois, de l'autre côté. Et puis on va découvrir un peu le reste de cette zone. Bon, je peux vous dire que cette église, elle se mérite. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde.
Mais bon, on est sur les hauteurs, on a un superbe panorama sur toute la ville de Gothenburg. Et donc cette église, elle a été construite en 1914, elle s'appelle l'église Mastugget, je ne sais pas trop comment ça se prononce encore une fois, avec une tour qui fait 60 mètres de haut. Mais elle est vraiment, pour le coup, sur les hauteurs, c'est presque, je pense, le plus haut point de la ville, le plus haut point de Gothenburg, peut-être avec le fort. Mais bon, on va aller voir ça de plus près. Construite en 1914 sur la colline Maskhugget, d'où l'église tient son nom, elle est devenue un symbole de la ville et du romantisme national dans l'architecture nordique, notamment avec son architecture faite de pierres naturelles et de briques, ainsi que son clocher qui culmine à 60 mètres. À l'intérieur, on découvre des murs en briques blanchis à la chaux ainsi qu'un magnifique plafond en bois. Les sols, socles, chapiteaux et bases des colonnes sont en calcaire gris tandis que les corniches sont en fer forgé et décorées de têtes de dragon. Toujours avec cette vue sur l'église juste ici, et j'ai trouvé deux petits groseilliers avec des groseilles qui sont parfaites à manger. C'est ça qu'on aime quand on ira explorer un peu justement les montagnes. J'espère qu'on arrivera à trouver aussi ce genre de petites pépites, puisque oui, ces aventures ne vont pas s'arrêter à simplement visiter des villes, mais on ira aussi faire un peu plus d'exploration au niveau des montagnes, et ce sera à suivre aussi sur cette chaîne. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, ça c'est dans mes plans, c'est dans le futur. Pour l'instant on profite de notre trip en Scandinavie et de ce voyage à Gothenburg. Le musée maritime de Göteborg retrace l'histoire des navires et de la navigation suédoise avec des collections constituées dans les années 1870 et disponibles ici depuis 1933. La Tour du Marin, érigée ici en 1933 en mémoire des marins suédois morts à bord de navires marchands suédois pendant la Première Guerre mondiale. On est arrivé au niveau du Pennsylvania Monument, le monument de Pennsylvanie, qui est tout simplement un monument en l'honneur, en mémoire, si je comprends bien, des personnes décédées pendant la Première Guerre mondiale, donc 1915, 16, 17 et 18. On a le nom des personnes ici, à Gothenburg, à Stockholm, à Trelleborg, etc., etc. Donc dans toutes les villes un petit peu, soit où ils sont décédés, soit où ils étaient et où ils vivaient. Je ne sais pas trop l'histoire précisément, on va dire. Et puis tout en haut, on a un peu comme à la Bastille, un grand poteau avec tout en haut une sorte de statue qu'on ne peut pas voir ici, mais on va la voir encore un peu mieux lorsque je vais repartir. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va de toute façon continuer cette petite découverte de la zone, et puis ensuite on n'oublie pas notre point final, le fort à la couronne. Pourquoi il s'appelle le fort à la couronne d'ailleurs? Puisqu'il y a une couronne au-dessus du fort, tout simplement. La réserve culturelle de Gotenelmska permet d'apercevoir ce qu'était la vie à Göteborg autrefois.
C'est l'une des zones les plus anciennes et les mieux préservées de la ville, avec des bâtiments datant de 16e au XVIIe siècle, installés ici en 1936. Bon, alors juste ici, juste derrière nous, on a l'église Karl Johan, mais elle est en construction, donc on voit pas grand chose. Moi je vais continuer encore un peu plus dans ce sens, et puis ensuite on va repartir dans l'autre sens pour aller sur notre fameux fort à la couronne. La maison Custens est une maison en bois de 2 étages, probablement construite dans les années 1780 pour servir d'habitation. À partir de 1810, le bâtiment devint l'auberge de la côte et était un refuge prisé des marins et des voyageurs, avant de passer de main en main jusqu'à devenir menacé de démolition dans les années 1960, avant d'être sauvé par différentes associations qui occupent le bâtiment encore aujourd'hui. Alors là, je vous cache pas que je sais pas trop où je suis arrivé au niveau du terminal des ferries scandinaves, donc on va pas prendre un ferry encore, mais on va essayer de descendre par ici, de longer cette grande route et puis ensuite de continuer un peu par là-bas, on verra. Est-ce que vous savez où va ce bateau, ce ferry? Il va à Kiel, là où on est allé en Allemagne, on a dormi dans notre beau bateau en bois, incroyable. Ce bateau va donc à Kiel. C'est vrai qu'à Kiel il y avait une grosse zone de ferry, mais voilà. La liaison est donc entre Kiel et Gothenburg, ici en Suède. Donc j'aurais pu prendre un ferry de Kiel pour venir ici directement. Mais bon, on a vu pas mal de choses sur notre chemin et puis c'était pas le but évidemment. Mais bon, c'est assez fun. Moi j'arrive donc pas loin du pont. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Et puis ensuite on partira dans l'autre sens pour aller sur le fort. Bon, juste à côté de cette gare de ferry, on est donc arrivé dans ce petit village Klippan, Culture Servat. Alors je ne sais pas comment on le prononce encore une fois évidemment, hein, désolé à tous les Suédois. Mais on va aller visiter un petit peu ce village. A priori c'est un village assez ancien avec des maisons notamment de 1755, 1792, etc. Donc ça a l'air assez intéressant et on va aller voir tout ça. Désormais occupée par un restaurant de fruits de mer très réputé depuis 1984, la structure à l'architecture traditionnelle en bois rouge, longue de 60 mètres et située en bord du port, a été construite en 1775 pour servir d'entrepôt à la Compagnie des Indes orientales. Cette région de Klippan, dans la partie ouest de Göteborg, fait partie du quartier de Majorna, l'un des plus anciens de la ville puisque mentionné dès le XVe siècle, ce qui fait de cette zone l'une des plus historiques. Bon, alors comme bien souvent, on est arrivé sur le port un petit peu ancien avec des petites pancartes comme ça devant chaque vieux bateau, puisqu'on n'a que des bateaux assez anciens, hein, notamment des bateaux, je pense, de pêche ou des bateaux ou des voiliers. Tout est marqué en suédois, donc c'est compliqué pour moi de vous traduire un petit peu ce qu'il y a. Mais bon, en tout cas, c'est très intéressant. Ça valait le coup de venir par ici quand même. Juste ici, on a donc un très grand hôtel avec une petite marina, un petit port de plaisance juste là. Et puis sur la gauche, on a notre petit village ancien que l'on va découvrir encore un peu plus en profondeur juste après. Mais bon, je vais découvrir un petit peu là ce port. Et puis on se retrouve ensuite vers l'hôtel. Le plus ancien port de Göteborg s'y trouvait déjà avant même la fondation officielle de la ville, faisant de l'embouchure du fleuve un comptoir commercial central. À partir des années 1760, la zone commença à être utilisée par la Compagnie des Indes orientales et des entrepôts, des ateliers, des forges, des maisons et des tavernes furent alors construites. Ancien port incontournable et responsable de la croissance de Göteborg, Langbaskbryggen est dans les papiers pour devenir un monument historique en tant que site du patrimoine culturel. Pour la plupart, ils datent du début du XXe siècle, aux alentours des 1910-1915. Ils ne sont pas tous en très très bon état, mais bon, ils sont assez sympathiques. Surtout celui-là, il ressemble un peu à un bateau limite viking. Voilà, c'est assez sympa. Et on a toujours notre pont, hein, en face, très grand pont, évidemment.
Zone industrielle florissante jusqu'au XXe siècle, le quartier était le berceau de nombreuses industries installées dans des bâtiments historiques toujours debout aujourd'hui, dont l'ancienne brasserie Porter et la sucrerie Carnegie. Bon allez, après cette petite pause café, on repart à l'aventure et à la découverte de ce petit village et ensuite on prend la direction du fort pour rentrer tranquillement à l'appartement, enfin à la maison d'ailleurs, à notre petit cottage, histoire de récupérer toutes mes affaires et puis on va tranquillement prendre la direction de notre prochaine ville. On a derrière nous un bâtiment assez intéressant, assez joli, juste à côté de l'hôtel. Et puis on a vu un petit ferry là qui est passé, qui est pas si petit que ça d'ailleurs. Bref, allez, on est reparti. Fondé par Abraham Robert Laurent et racheté en 1837 par David Carnegie Sr., l'entreprise devint l'un des plus grands producteurs de sucre et de bière de Suède jusqu'à la fin de l'exploitation en 1979. La bière Porter est quant à elle toujours brassée à un autre endroit et constitue la plus ancienne marque déposée suédoise encore en usage. C'est sur les hauteurs de la zone que la Hallsborg ou forteresse fluviale débute avec l'Hallsborg Slot ou le château d'Hallsborg. Où est-ce qu'on est? On est monté tout en haut de la petite butte que l'on a vue, puisqu'ici on a les ruines, les vestiges de la forteresse ou du château d'Hallsborg. Alors toutes ces ruines sont protégées par des petites pergolas, histoire de ne pas les détériorer au fur et à mesure. Et donc pour vous raconter un petit peu l'histoire que j'ai ici sur internet, en gros c'était un ancien château, une ancienne forteresse médiévale qui était située évidemment sur ce rocher qui prédomine, on va dire, la ville de Gothenburg et surtout l'entrée au niveau de l'eau, là où arrivent justement les ferries. Donc c'était une position assez stratégique et il a été démoli à la fin du XVIIe siècle. Mais voilà, on a encore quelques petites ruines ici, donc on va les explorer un petit peu plus en détail. Les ruines que nous pouvons observer aujourd'hui ne suffisent pas à imaginer l'importance de la fortification à son époque, l'un des plus importants avant-postes pour la défense de la Suède contre les attaques étrangères, notamment danoises. Construit vers 1360 et démoli à la suite d'une explosion dans les années 1660, après près de 3 siècles d'activité. La chapelle Sainte-Brigitte, construite en 1857 sur la base des petites églises médiévales écossaises, est située sur le mont Skinarklippen qui a donné son nom à la région. Nous revoilà donc dans notre petit village avec la chapelle juste en haut et les différentes maisons que l'on va voir au fur et à mesure. Je vous mets un peu mieux de manière à ce que vous n'ayez pas le soleil dans les yeux. Donc on va voir un petit peu toutes ces petites maisons là qui sont dans ce village. Alors c'est pas très grand en réalité, c'est 3 rues et ça forme une petite boucle, mais en tout cas c'est assez mignon, assez historique aussi. Donc voilà, on va prendre le temps de visiter ce petit village. La réserve culturelle de Klippen est construite autour de l'ancienne forteresse d'Hallsborg et dont plusieurs bâtiments se distinguent comme la forge de l'encre où l'on fabriquait des ancres et des chaînes pour les navires, puis transformé en fumoir à harengs, ou encore le bâtiment rouge construit en 1762 comme cabane de boulanger, puis longtemps utilisé par les douanes. Le château d'Hallsborg ainsi que la ville construite aux alentours par le roi Gustave Ier ont connu de nombreuses modifications au fil des siècles, mais également plusieurs occupants, notamment les Danois, qui en prennent le contrôle à 2 reprises. La première en 1563 lors de la guerre de 7 ans du Nord où l'occupation dura 7 ans jusqu'au traité de Slettin en 1570, mais aussi en 1612 durant la guerre de Kalmar et ils l'occupèrent jusqu'en 1619 après le règlement par les Suédois d'une somme mirobolante pour racheter l'ensemble. Comme bien souvent, c'est vraiment très calme, très sympa. Pas grand monde ici et franchement très mignon, des petites maisons assez historiques.
Voilà, donc ça valait le coup quand même de venir par ici. Je vais ressortir par le bâtiment que l'on a vu au début, celui en pierre, et puis on va repartir tranquillement dans l'autre sens pour aller jusqu'à notre fort et puis ensuite direction notre maison, et on partira vers une autre ville un petit peu plus au nord, à 80 km à peu près d'ici, pour juste ce soir et demain. Et je vais passer la nuit là-bas. J'ai réservé une chambre Airbnb puisque j'ai pas trouvé d'hôte, encore une fois. Et puis ensuite direction Oslo dès demain. Et là pour le coup j'ai déjà un hôte pour 3 jours juste à côté d'Oslo. Donc ça c'est parfait. Ça y est, on est arrivé au niveau du fort, juste en face de l'église que l'on a déjà vu un petit peu avant. Et on va aller voir justement ce fort de plus près. Donc il faut encore monter. Puis ensuite, on prend le tram direction notre cottage. Le Fortin à la Couronne, ainsi que sa jumelle le Fortin du Lion ou Skansen Legionette, que l'on apercevra rapidement après, sont des redoutes, autrement dit des forts ou des systèmes fortifiés clos situés en hauteur et à l'extérieur de la fortification principale. Leur rôle était de protéger les soldats situés hors de la ligne de défense principale, mais également leur servir de lieu de retraite si nécessaire. C'est à partir de 1687 que la construction de ce fort débuta, avec notamment des murs épais de 4 à 5 mètres et plusieurs étages afin d'accueillir 23 canons au total, qui restèrent inutilisés jusqu'à la fin du 19e siècle, époque où ce fort fut transformé en musée militaire. Bon, ça y est, on l'a fait, on est arrivé tout en haut du fort. On a vraiment une superbe vue sur toute la ville de Gothenburg. On était là-bas, il n'y a pas très longtemps. Fort assez historique évidemment, et assez touristique aussi. Ça c'est toujours le cas avec les monuments, c'est le jeu. Mais bon, c'est pas la pleine saison donc ça va. Je vous mettrai un peu plus d'infos sur ce fort comme d'habitude sur Instagram. Mais bon, on l'a déjà vu un petit peu hier de l'autre côté. Puis cette fois on est juste au pied du fort à la Couronne, tout simplement. Superbe vue, on va redescendre par un autre petit chemin là que j'ai repéré. Je trouve comment y aller, et puis ensuite on se retrouve dans notre petit cottage pour récupérer toutes les affaires, dire au revoir à notre hôte et partir un peu plus au nord encore une fois. Bon allez, j'ai repris toutes mes affaires, on dit au revoir à notre petit village scandinave et notre petite cabine. Et puis on est parti, on va reprendre un tram, puis un train, puis un bus pour arriver là où on va dormir ce soir. Et puis demain matin, on repartira à l'aventure puisque je pars à Oslo. Je peux vous dire que ça va être une sacrée épopée parce que c'est pas facile d'aller jusqu'à Oslo. Mais bon, ça va le faire. J'ai toute la journée, donc demain on passe la frontière avec la Norvège, mais pour l'instant on reste en Suède, encore pour une nuit. Et c'est parti.